Alors, me revoici pour la thématique la violence gratuite existe vraiment? Pardon. Je vais prendre une gorgée. Alors, la violence gratuite existe vraiment. On a découvert que la violence gratuite existait vraiment. Et on va vous expliquer ça de ce pas. Oh oh. J'ai baissé la musique, je sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends pas, mais peut-être vous l'entendez fort. C'est pas le plus important. L'important, c'est que vous m'entendez bien. Là, j'ai mis tout le texte que je devrais pas. Ça devrait être des petites puces que vous voyez ici. C'est pas grave, c'est une première. Les erreurs. Je voulais pas que ça soit parfait, je voulais que ça soit fait. C'est pas une erreur, mais c'est plus... j'aurais pris une autre semaine de temps avant de livrer le téléjournal pour tout faire parfait. J'avais le goût de livrer aujourd'hui. Donc, voici mon article de à la une, mon scandale. Oui, la violence gratuite existe vraiment. Et là, je vous lis un truc que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être des fautes d'orthographe, là, j'ai pas corrigé plus qu'il faut. Donc, je m'en excuse quand j'aurai quelqu'un qui m'aide à l'orthographe. Je pourrais vous livrer des choses vraiment parfaites. Donc, je suis justement en train d'étudier les pervers narcissiques. Et j'en apprends des vertes et des pas mûres sur les comportements humains toxiques. C'est hallucinant de voir que tant de gens ont besoin de nourrir leur faille narcissique. C'est-à-dire une douleur insupportable. En fait, ils viennent soulager la douleur insupportable de leur mal-être en démolissant les autres. C'est un peu comme le gars qui dit j'ai tué ma femme parce que je ne supportais pas de la voir heureuse. Et puis, si je ne peux pas l'avoir, personne ne va l'avoir. On a tous entendu ce pattern-là chez des assassins dans les meurtres conjugales. Donc, c'est un peu la même chose à la plus petite échelle. Donc, tous ces trolls, je vais les appeler comme ça, tous ces trolls, ces gens qui ont besoin de créer de la méchanceté gratuitement pour démolir les autres, tous ces trolls pensent comme ceci. Si moi je ne suis pas heureux, toi, pourquoi le serais-tu? Et là, les attaques viennent de ce besoin de soulager leur mal-être qui les gruge de l'intérieur. Être heureux, ils ne savent pas faire ça. Ils n'ont jamais connu ça. Ils savent le limiter, mais ils savent pas le vivre. Ils sont carencés du bonheur et la douleur que ça leur fait dans leur âme, dans leur être intérieur, est une douleur insupportable. Et la seule chose efficace pour soulager cette douleur-là, c'est de voir les autres démolis comme eux-mêmes. Parce que dans le fond, c'est leur être qui est démoli. Donc, cette douleur infernale vient de leur âme carencée de bonheur. J'appelle ça bonheur-amour, pour comparer au bonheur fake. Donc, cette douleur infernale vient de leur âme carencée de douleur-amour. Ils ne connaissent que l'amour fake. Donc, ils savent juste imiter l'amour. Ils pensent que quand tu les aimes, c'est aussi du fake. Quand tu es heureux, oui, tu peux être heureux un petit peu, là, mais si tu es trop heureux, trop fort, là, ça se peut pas. C'est du fake. Tu simules ton bonheur. Tu comprends? Pour eux, c'est comme ça qu'ils perçoivent ça. Et ça, c'est un discours intérieur plus ou moins conscient chez les pervers narcissiques. Donc, le prétendu bonheur des autres les rend fous car ils remettent toujours en question la véracité du bonheur des autres. En démolissant les autres, il se prouve à lui-même
que le bonheur, peu importe lequel, est un leurre et n'existe pas vraiment, donc ça justifie qu'eux ne le vivent pas. Oui, c'est tordu et toxique comme comportement. Oui, la victime fait pitié dans un comportement comme ça parce que, naturellement, c'est inacceptable de vivre de la violence gratuite. Mais sachez que c'est aussi toxique pour eux-mêmes et surtout pour eux-mêmes. Car ce pattern continuel de vouloir se prouver à soi-même que le bonheur n'est qu'un leurre les entretient malheureux à l'os et nourrit la faille narcissique, qui est la douleur narcissique, donc rend la douleur encore plus douloureuse. Donc le besoin de se prouver que le bonheur est un leurre est encore plus fort. Et là, a besoin de saboter encore plus les autres. Et c'est une roue qui tourne tout le temps continuellement. Mais le pervers narcissique, il se pense tellement beau, puis bon, puis fort, puis meilleur que tout le monde, qu'il se remettra pas en question. Ça, c'est particulier chez ces gens-là. Et saboter les autres, ceux qui illuminent dans leur vie, parce qu'ils s'en prennent toujours à des gens qui illuminent, qui font des efforts pour réaliser leurs rêves, leur vie, être des bons vivants. Ben, pour eux, non, ça se peut pas que tu sois un bon vivant, heureux. Donc, ils vont toujours remettre en question tout ça, par rapport à eux, surtout, en premier. Et là, ils vont inventer toutes sortes de pièces de théâtre dont vous êtes une marionnette, pour vous faire démolir tranquillement, mais sûrement. Donc, saboter ceux qui illuminent dans la vie devient leur passe-temps favori. Oui, ça existe et on a beaucoup plus qu'on pense. Ah oui, certaines personnes vont être pervers narcissiques occasionnellement. Mais d'autres, ça va être constamment. En fait, tout le monde devient pervers narcissique, a une attitude pervers narcissique un jour ou l'autre. Là où ça devient pathologique, c'est quand c'est constant, c'est tout le temps, c'est ta vie au complet ressemble à ça finalement. Oui, être jaloux dans sa vie une fois parce que quelqu'un a eu le poste avant nous. Oui, on peut être jaloux, on peut être détestable, on peut saboter les autres. Mais des personnes normales vont faire ça occasionnellement parce que ça devient pas un mode de vie en fait. Tu sais, moi j'ai été en colère après un ex là. Comme jamais j'ai été en colère après personne. Mais c'est ça, en fait. Tu peux être un pervers narcissique occasionnel. À des degrés différents aussi. Mais on a tous un peu de comportement pervers narcissique un jour ou l'autre dans la vie. Mais là où ça devient pathologique, c'est quand la personne ne vit que ça. Tu rencontres un copain, puis c'est son moteur de vie, c'est de toujours provoquer les drames, te mettre toujours dans des urgences impossibles, des incohérences, puis en tout cas, ceux qui ont connu le pattern des pervers narcissiques, vous voyez de quoi je parle. Je poursuis ma thématique. Donc, oui, la psychologie, la psychologie en parle de la violence gratuite, peut-être pas sous ce terme-là, mais si on étudie les pervers narcissiques, on a une bonne idée. Déjà là, comment le pattern se construit chez certaines personnes. Il y a aussi le mobbing qui est courant dans les entreprises. J'en parlais un peu tout à l'heure. Le mobbing, c'est l'art concerté d'éliminer une cible. Donc les gens vont dire, ok, lui, on veut plus qu'il travaille dans l'entreprise. Et puis là, ils vont saboter les efforts de cette personne-là. Ils vont tout faire pour le décourager. Hypocritement, on s'entend. Tout ça est hypocrite. Et dans des entreprises, le mobbing est acceptable. Alors que c'est un crime, les amis. Oui, parce que
ça peut finir par un suicide. C'est comme pousser quelqu'un au suicide psychologiquement, hypocritement, puis la personne se suicide. Mais tu t'en laves les mains parce que tu l'as poussé au suicide de façon hypocrite, sournoise, et il n'y a pas de preuves. Les pervers narcissiques, c'est des spécialistes du pas de preuves. Donc, c'est pour ça qu'ils sont difficiles à mener en cours, c'est difficile de placer des plaintes sur eux parce que c'est des spécialistes du pas de preuves. En fait, les pervers narcissiques, c'est l'extrême chez les personnes toxiques. C'est pour ça qu'on s'est spécialisé là-dessus. Il y a d'autres typologies de personnes toxiques, plus ou moins destructeurs pour l'entreprise ou pour soi-même. Mais en étudiant les pervers narcissiques, on regarde le plus atroce. Et puis ça nous aide déjà là à voir les autres typologies de personnes toxiques. Ça devient plus facile à manager, disons. Il y a aussi les burn-out. Souvent, le burn-out est accompagné de violences gratuites, de personnes toxiques dans l'environnement de travail qui surchargent émotionnellement ou psychologiquement la personne. Et puis, ça finit par un burn-out. Là, je l'explique très grosso modo. Mais on va découvrir en quoi consiste vraiment le burn-out avec Louise tout à l'heure. On a aussi l'autosabotage, la violence qu'on se fait à nous-mêmes. Je disais cette semaine que quand j'ai un ami qui commence à se dénigrer puis lâcher ses rêves, moi je lui dis arrête de dénigrer quelqu'un que j'aime. Donc la personne, je le fais de façon rigolote, donc la personne se met à rire puis elle prend conscience qu'elle est en train de se dénigrer, qu'elle est en train de se faire une violence qu'elle-même accepterait pas chez ses amis. Donc la violence à nous-mêmes, c'en est une violence gratuite. On pourra rentrer dans ce sujet-là à un moment donné dans le téléjournal un peu plus profondément. Les victimes ne sont pas toujours les plus faibles. Au contraire, les pervers narcissiques ont besoin de briller à ta place. S'ils prennent une victime plus faible qu'eux, ça les valorise pas. Donc, ils vont aller chercher des personnes plus fortes qu'elles. Ils vont les démolir pour se dire « Ah, tu veux, je suis meilleure qu'elle. » Puis son bonheur, ses efforts, c'était tout du fake. C'était tout... finalement, elle n'est pas heureuse, gars. Mais c'est une pièce de théâtre dans laquelle qui vous a jeté, dans le fond, avec toutes ces manigances psychologiques. On va découvrir ça dans notre téléjournal, toutes ces choses. Par contre, les victimes... 99% des victimes, c'est des gens hyper sensibles, hyper généreuses, hyper émotives aussi. C'est vrai, moi je suis comme ça. Je suis hyper sensible, hyper généreuse, hyper émotive. Et ça, là, ces trois choses-là, quand un pervers narcissique voit ça chez quelqu'un, c'est une victime idéale. Donc, il y a des trucs, il y a des outils, il y a des astuces pour être moins sensible, choisir avec qui on est généreux un peu plus, arrêter de prendre le malheur de tout le monde comme si on était on devait consoler tout le monde, etc. Donc on va apprendre ces choses-là aussi. La communication non verbale, il y a des trucs là-dedans qu'on peut apprendre aussi pour apprendre à communiquer, donner un environnement qui désarme un petit peu, c'est pas miraculeux, mais on peut donner un environnement qui désarme un petit peu les agressions. Puis pratiquer le détachement, parce qu'on est des hypersensibles quand on est victime de personnes toxiques. Et puis savoir apprendre à faire du détachement puis répondre de façon professionnelle, avec tact et sensibilité,
pour que l'agresseur, ça coupe, ça désarme son arme, finalement. Oups, je suis supposée de montrer ma face. Elle est même pas apparue. Ok, c'est pas grave. J'étais supposée mettre ma face en haut. J'avais laissé un bloc pour ça. Mon storytelling, je vais vous parler rapidement de ma vie au niveau de la violence gratuite. Ben, j'ai vu toutes sortes de saboteurs dans ma vie. C'est pas pour rien que je suis allée dans cette direction-là. J'en ai connu dans ma famille, dans mes amis, qui n'ont pas été trahis. Mais j'ai été trahie un peu plus que la normale. Donc, à l'école, ça a été pour moi un enfer. Au travail, on dirait que j'ai un petit quelque chose qui fait que j'ai tout le temps quelqu'un sur mon dos qui me sabote, qui est jaloux de moi, qui... Tu sais, je suis très dévouée au travail, puis ça... Certains sont très jaloux de ça. C'est incroyable. Au travail, dans mes efforts pour réaliser mes rêves, mes projets, mes buts, dans mes rêves, mes projets, ouais, ça je l'ai dit, au travail, dans mes efforts, dans mes efforts. J'ai eu tellement de saboteurs, vous pouvez pas savoir comment. C'est terrible une vie comme ça. Puis un jour, je me suis dit, mais comment je pourrais... Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Mes malheurs font le bonheur des autres. Bon, mais comment je pourrais revirer la tendance puis profiter de mes propres malheurs moi-même? Et ça a donné l'ambassade du bonheur. Et ce que je vous présente en ce moment, et ce qu'on s'apprête à faire avec ces beaux téléjournaux, Bonheur responsable. Donc, c'est ça. Mes malheurs des uns font mon bonheur des autres. C'est un peu ce que je voulais dire ici. Donc, c'est ça. Un jour, je me suis posé la question, comment je pourrais profiter de mes propres malheurs, d'être moi-même le profiteur de mes propres malheurs. Et ça a donné l'ambassade du bonheur. C'est très, très drôle parce que c'est vrai. C'est comme ça que j'ai trouvé l'ambassade du bonheur. Que j'ai eu l'idée de créer une ambassade du bonheur. Et ce téléjournal est en partie un dénonciateur de personnes toxiques et de comportements destructifs. Parce que moi, je trouve ça inacceptable qu'en entreprise, des gens puissent saboter l'expertise d'une autre, convoiter avec méchanceté le poste d'une autre personne, avoir peur de ne pas être choisi par le patron et à ce niveau-là, saboter l'autre employé. J'en ai vu. L'employeur lui-même qui sabote ses employés, j'en ai vu aussi. C'est incroyable comment il y en a. Il y en a bien trop. Donc, oui, ce téléjournal-là, il y a des belles choses. On va essayer de dégager beaucoup de positifs. Mais comme j'ai dit, on dénigre pas ce qui va mal. Et aussi, les gens qui ont des comportements toxiques, c'est rendu, pour moi, en 2022, et avec la crise qu'on vient d'avoir, pour moi, c'est encore moins acceptable que ce l'était. Il est temps que ça arrête. Les gens osent pas parler, alors osent pas dénoncer. Nous, on va le faire sans accuser personne. On va le faire. On va parler pour les gens qui peuvent pas parler et on va dénoncer vraiment les personnes toxiques. On a un cours Adieu personnes toxiques. Devient ceinture noire pour en autodéfense contre les personnes toxiques. Donc on a un cours là-dessus. Moi j'ai fait des arts martiaux et tout ça. Donc moi je veux que ça arrête. C'est pas possible que dans les entreprises en 2022 qu'il y ait autant de personnes toxiques qui sabotent la vie des autres. C'est de la démolition de vie, beaucoup. Et ça, c'est rendu inacceptable. Et nous, dans notre téléjournal, on veut dénoncer les comportements justement pour que ça devienne inacceptable de plus en plus. Comme celui qui bat une femme. Avant, battre sa femme, on s'en occupe pas, ça se passe chez les voisins. Dans l'ancien temps. Là. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Oui, il y a des places que les gens vont accepter parce qu'ils ont peur. Mais
Comparé aux années 1900, battre un enfant, battre une femme, aujourd'hui, c'est inacceptable. Battre un animal, c'est inacceptable. Pourquoi autant de violence psychologique au travail est acceptable? Oh! Faut que ça arrête, là. Ben, c'est une de nos missions. Dénoncer ces attitudes-là de façon constructive, de façon aussi à éduquer les gens pour leur donner des outils qui fait qu'ils n'auront plus besoin de saboter aussi les autres pour pouvoir vivre leur propre vie et tout ça. Donner aussi des outils aux entreprises pour qu'elles puissent percevoir ces comportements-là, parce que des fois, elles voient pas ces comportements-là. C'est tellement hypocrite qu'elles puissent s'armer aussi contre ces comportements-là, qu'elles puissent développer des outils pour pas que ces employés tombent dans ces comportements-là. C'est important. Mais ça, on n'en parle jamais parce que c'est tabou. On règle pas ces problèmes-là. Donc, à l'ambassade du bonheur, on va régler ces petites choses-là. On a fait aussi... j'ai porté des projets dans le cadre d'un cours de gestion de projet. Le GDP Lab que vous voyez à l'écran, en fait, c'est la partie laboratoire du cours de gestion de projet où on pouvait porter un projet et pratiquer avec une équipe la gestion de projet. Et j'ai fait 4 sessions, j'ai porté 5, 6, 7 projets, je me souviens plus. Et j'ai eu des équipes où c'était le bonheur total et des équipes où c'était le malheur total. Et j'ai eu une équipe où une fille avait décidé que moi j'étais pas un bon chef de projet et qu'elle voulait me tasser de mon propre projet pour prendre le poste de chef de projet à ma place. Donc ça m'a très blessée. En tout cas, elle a foutu la zizanie et cette fois-là, ça a été comme la dernière fois, j'ai dit là, il faut que je comprenne ces comportements bizarres là. C'est quoi, pourquoi tu viens dans le projet de quelqu'un pour dire à la personne t'es pas bon, t'es pas fin, ton projet, t'es pas la bonne personne pour ton propre projet, va-t'en. Mais c'est quoi ce comportement-là? C'est inacceptable. Mais ça existe du monde comme ça. Oups, excusez, je vais trop vite. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé d'écrire un livre sur les saboteurs de projets. On a fait une étude, j'ai porté le projet en équipe, on a fait une étude. Le livre n'a pas abouti pour mille et une raisons. Mais j'ai décidé de créer une formation parce que ça me tenait à cœur de trouver des solutions pour plus me faire avoir avec des personnes qui ont de la violence gratuite comme ça, qui viennent dans mon projet pour me dire que je suis une pas bonne. Tasse-toi de ton projet, moi je sais comment le faire ton projet, tasse-toi, moi le faire ton projet. Va-t'en. C'était pas dit comme ça, mais en gros, la traduction c'était pas mal ça. Donc, il faut plus que ça arrive, puis je veux pas que ça arrive à des gens, des jeunes qui veulent réaliser leurs rêves, puis ils se laissent avoir par des personnes trop violentes comme ça. Ok, c'est trop difficile, je veux pas me battre contre ces personnes-là, donc j'abandonne mes projets, mes rêves, puis tout ça. Ça marche pas, là. Faut que ça arrête, là. Les gens qui sont saboteurs comme ça, là, je veux que ça arrête. Et puis ça sert à ça, c'est beau. Téléjournal, bonheur responsable. Là, j'ai marqué les rechutes de saboteurs. Oui, en fait, on se dit toujours qu'on va apprendre à plus faire affaire avec des gens saboteurs, mais tout le temps, il y en a toujours un qui arrive dans le décor pour nous manager, pour nous challenger, je pourrais dire. Donc, il faut savoir être alerte. Comprendre et se comprendre est très important aussi parce que pourquoi on est leur cible, comme je disais tout à l'heure, l'hypersensibilité puis l'hypergénérosité, c'est pas pour rien qu'on est leur cible. Tout le monde peut être victime, mais en étant hypersensible, on les attire un peu plus que la moyenne.
Se relever de ses cendres, c'est très très difficile après que quelqu'un nous ait démoli. Ça peut prendre des années. Des fois, des gens arrivent même pas à surmonter la démolition. Donc, c'est des vies, c'est complètement des vies démolies, là. C'est terrible. C'est des drames humains qui se vivent dans l'hypocrisie, dans le silence. On n'en parle pas parce que c'est tellement hypocrite qu'il n'y a pas de preuves. Donc, la victime, souvent, elle n'est pas crue. Et ça arrive encore en 2023. En 2022, c'est très, 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 très fréquent encore. Je voulais terminer avec le storytelling du PN. Donc, c'est pas le pervers narcissique. C'est un stéréotype, c'est pas scientifique. Oui, il y a des pathologies narcissiques où la personne est vraiment pathologique, mais nous, notre but, c'est pas de faire des diagnostics, mais de prévenir. Tu sais, c'est comme une femme battue, elle attendra pas d'avoir un œil au beurre noir, d'être mariée, puis que le médecin diagnostique que son mari c'est un batteur de femmes. Et avant de dire oui, il est un batteur de femmes, il faut que je me sauve en courant. Non, il est préférable qu'elle prévienne ça déjà quand elle rencontre la personne la première fois. Qu'elle attende pas d'avoir un œil au beurre noir pour foutre le camp. Elle doit savoir donc elle doit savoir se prévenir de gens qui pourraient de conjoints qui pourraient la blesser. Donc c'est la même chose pour nous. On n'est pas là pour donner un diagnostic, mais bien pour comprendre la violence dans le sens qu'on veut s'en protéger. Et le pervers narcissique ici, dans le fond, c'est c'est pas... Je vais vous raconter... je vais vous raconter le PN pathétique. Mais c'est pas un diagnostic. C'est... beaucoup de gens vont se reconnaître, vont reconnaître quelqu'un de leur entourage dans cette histoire-là. Mais ça fait pas... ça veut pas dire que si vous reconnaissez c'est comme la femme battue. T'attends-tu d'avoir un œil au beurre noir? Non, tu t'essayes de prévenir. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. C'est quoi le pattern de quelqu'un qui bat sa femme? Ben, le pervers narcissique rentre un peu là-dedans aussi. Donc, c'est un peu vers ce regard-là que je vous amène. Donc, là, je vous lirai pas tout ça au pied de la lettre. Nous voulons mettre en lumière des comportements nuisibles et non faire des diagnostics. C'est surtout ça qui est important dans mon message ici. Nous laissons le soin aux professionnels de la santé de faire des diagnostics. Donc si notre but c'est de se protéger de ces gens-là qu'on voit pas venir parce qu'ils sont tellement hypocrites, ils font tellement bien les choses, ils sont tellement habitués à leur manège et leur manigance. Et nous, on est tellement généreux qu'on s'attend pas que quelqu'un peut être méchant comme ça gratuitement. Donc voilà. Donc avant de rencontrer le PN, le pervers narcissique, on est des belles personnes, on brille, on a des amis, on réalise nos rêves, on est apprécié, on est sur sur une lancée positive dans notre vie. On brille dans ce qu'on fait. On est bon, on a une joie de vivre. S'installe la relation. Quand on rencontre le PM, il est toujours charmant, c'est le gars parfait, et puis il nous donne ce qu'on veut entendre comme personne idéale, comme conjoint. Donc, il nous charme, et ça peut durer 6 mois avant que les agressions commencent. Il va s'organiser pour qu'on soit charmé et dépendante de lui, parce que si on n'est pas dépendante du PN, l'agression ne pourra pas arriver à sa fin. Donc, la relation s'installe et tranquillement, pas vite, les incohérences commencent. Il va te dire une chose incohérente. Il va te culpabiliser pour quelque chose d'incohérent, pour quelque chose de stupide, qui est pas grave. Ça va être le drame. Il va commencer
Et puis à un moment donné, il va avoir l'agression. Il va vous dénigrer. Ça va être votre faute. Il va vous rabaisser. Il va exploser. Il va avoir une urgence. Vite, vite, vite. Faut que tu sois à mon service tout de suite. Puis il va vous crier dessus. Il va être explosif. Colère subite. Tout est de votre faute. Puis donc, il vous fait vivre une émotion très, très forte. Négative, très forte. C'est l'agression. Ensuite, naturellement, il y a les 4 phases on appelle ça le cycle de la violence, l'agression. Après ça, il va justifier, c'est jamais de sa faute, naturellement. Après ça, il va vous apporter des fleurs, puis il va redevenir mielleux comme le premier jour, dans les séductions. On appelle ça la lune de miel. Puis tranquillement, pas vite, ces mauvais comportements vont reprendre. Donc ça, c'est quand tu vis avec un pervers narcissique, tu es dans un cycle de violence continue. Il va saboter votre entourage. Il va commencer à inverser les rôles, là. Donc, il va vous faire paraître comme le trou de cul, puis lui, le héros. Alors qu'au départ, avant que vous le rencontriez, c'était vous le héros dans votre propre vie, à travers vos amis, à travers vos connaissances, ou les gens que vous travaillez avec au travail. Mais quand lui arrive dans l'entourage, sournoisement, avec le temps, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, il s'organise pour que vous alliez... C'est vous qui avez l'air fou, qui avez l'air stupide, innocent, qui avez l'air accusateur, alors qu'en réalité, c'est lui. Il inverse les rôles. Il veut briller à votre place. Donc, pour réussir ça, il doit vous rabaisser. Il doit vous amener à vous sentir malade, dépressif. Et quand il arrive à ça, lui, il est gagnant. Là. C'est ça qu'il voulait au départ. Mais il vous dit pas ça là, quand il vous rencontre. Ah oui, moi je veux une relation parfaite. Je vais faire les sacrifices. Je suis un homme qui aime les humains. Un homme ou une femme, naturellement, les pervers narcissiques peuvent être aussi une femme, là. Donc, il brille à votre place tranquillement, pas vite, et un beau jour, il brille carrément à votre place. Vous êtes un trou du cul, même auprès de vos amis, votre famille et tout le tralala. Vous êtes en plein bug psychologique. Ah oui, pourquoi vous entretenez cette relation-là? Parce que les incohérences et les agressions sont là pour vous surcharger le cerveau. Surcharger vos neurones. Vous savez, quand l'agression arrive, vous vous mettez à chercher la solution. Pourquoi il fait ça? Mais c'est pas correct. Là, vous essayez de lui faire entendre raison. Alors, votre cerveau travaille. Comment je peux lui faire entendre raison? Alors que lui, il sait très bien que c'est un mensonge et il persiste dans son mensonge. Mais il va continuer à vous agresser, dénigrer, parce que ça surcharge votre cerveau. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça, et ça, toutes ces pensées-là, l'air de rien. Vous savez, quand on vit des belles choses, il y a les hormones du bonheur qui se créent à l'intérieur de nous. Quand on part à rire, on danse avec joie, notre cerveau construit des hormones du bonheur. Lui, à l'inverse, quand il vous surcharge d'incohérence, il surcharge votre cerveau et votre cerveau va créer des hormones du malheur qui vous fait que vous vous sentez mal. Donc, c'est biologique. L'agression constante, les incohérences constantes, ils vous amènent psychologiquement à vous poser des questions. Ils surchargent votre cerveau d'incohérence, puis là, vous essayez de chercher la solution, l'incohérence, vous essayez d'y faire entendre raison, tout ça, ça vous fabrique des hormones du malheur, des hormones du mal-être, je devrais dire. Puis là, vous êtes accro, parce que toutes ces façons de faire agissent sur votre cerveau comme l'héroïne agit sur un drogué. Vous devenez accro. Addict au PM. Il me fait tellement de mal, mais je suis pas capable de le laisser.
Parce que votre cerveau, sans le PN, vit un sevrage. C'est le même sevrage, l'équivalent d'un sevrage à l'héroïne. Parce que vous savez, au début, quand la relation s'installe, il vous donne du bonheur. Il vous en donne du bonheur. Comme l'héroïne va vous donner du bonheur, c'est un shoot de bonheur dans votre cerveau. Puis là, il va jouer tout le temps avec ça. Bonheur, malheur, bonheur, malheur, bonheur, malheur. Hein? Un shoot d'héroïne, c'est la même affaire. Quand je suis en manque d'héroïne, je vis le malheur. Quand j'ai mon shoot d'héroïne, je vis le bonheur. Comprenez-vous? Puis vous devenez addict au PN de la même façon qu'un héroïnomane devient addict à l'héroïne. Là, je vulgarise naturellement. Le PN est violent quand on veut sortir de cette relation naturellement. On voit des fois, si elle veut me quitter, elle n'aura pas les enfants, fait que la personne va tuer même les enfants. Et ça peut devenir violent, là. C'est très dangereux, ces personnes-là. Mais quand vous êtes complètement démoli, qu'il n'y a plus rien à démolir, là, ils vont vous quitter pour un autre. Mais vous restez encore accro, là. Vous êtes complètement intoxiqué par des comportements affreux, dramatiques. C'est criminel, dans le fond, mais vu qu'ils font pas ils ont jamais de preuves, c'est des spécialistes du non-preuve, donc c'est dur de prouver ça en cours. Fait que c'est difficile d'amener les PN devant le juge. Il faut construire des preuves, puis puis vu qu'ils sont forts dans le non-preuve, voilà, on est pogné là-dedans. Quoi que ça arrive de temps en temps. Le PN est violent quand on veut sortir de la relation. La démolition, puis un jour, t'es tellement démoli que c'est un non-retour. Des fois, c'est toi qui décides de laisser le PN parce que t'es trop démoli. T'as pas le choix de le laisser. T'es trop démoli. T'sais, moi, je me suis ramassée à la rue. T'es-tu assez démoli à ton goût? Je vais-tu continuer à fréquenter ce gars-là? Non. Rechute du PN. Naturellement, comme on est addict, un peu comme avec l'héroïne, ben on retourne des fois avec notre PN. L'envie est là, surtout des premiers temps qu'il ou qu'on le quitte. C'est un sentiment très fort. Il nous manque quelque chose. Puis aussi, il y a le fait qu'on a investi tellement de choses avec cette personne-là. On a bâti des projets, des rêves. On voulait réaliser certaines choses, puis tout s'écroule. Tout ça, c'était du vent. Tout ça, c'était de la manipulation. Il n'arrivera jamais rien de tout ce que vous avez prévu et vous avez investi pour un jour avoir un tel résultat avec cette personne-là. Mais vous avez acheté une maison, ben bye-bye la maison. C'est quasiment ça, là. Donc, il y a un sevrage, il y a un deuil à faire. Il est très, très, très douloureux. Parce que c'est le sevrage aussi de s'être fait avoir. Pourquoi mes amis me le disaient? Pourquoi je l'ai pas vu venir, celle-là? Tant qu'on n'est pas démoli, on le voit pas venir. Pourquoi? Parce qu'on est comme des héroïnomanes. Le pervers narcissique a créé chez nous une addiction par ses flatteries, ses incohérences, ses agressions. Tout ça est fait pour vous rendre captif, pour vous garder addict de lui. Donc, apprendre à vivre sans le PN, c'est très douloureux, mais c'est ce qu'on va devoir faire quand tu es démoli, puis tu dois reconstruire ta vie. Naturellement, après une aventure comme ça, tu veux pas te faire avoir. Il y en a qui se font avoir plusieurs fois, là, mettons, ils vont choisir un autre conjoint. Encore là, il est tellement beau au début, ils font confiance trop vite, ils sont trop généreux, pouf, l'agresseur, il tombe dans le piège d'un nouvel agresseur, donc le pattern se reproduit parce qu'ils n'ont pas su prévenir, d'être dans la proaction pour se prévenir, apprendre comment les repérer, comment les voir venir, comment puis
s'endurcir émotivement, hypersensible, essayer d'être moins sensible, apprendre à faire de la distanciation. C'est des outils qui sont pas faciles au premier abord. Donc voilà, c'était la vision d'un PN. Ma chronique est un petit peu longue. Dans les prochains téléjournaux, on va essayer de faire ça un petit peu moins long. Bref, ça met fin pour notre première chronique.